Bonjour, bienvenue à J'ai une idée, armée encore une fois de nouvelles musiques de fond, tiens. On va essayer ça cette semaine. Comment ça va? Alors, je suis contente de vous retrouver. Merci pour vos commentaires sur l'épisode de la semaine dernière, sur le deuil et sur la gestion des émotions. Je pense que ça résume à peu près le propos. Puis parlant de deuil, aujourd'hui, j'avais envie de parler de transition professionnelle qui, si auparavant, c'était un gros move de faire un changement de carrière ou un changement de vie ou une transformation suite à que ce soit une écœurantite aiguë, des burn-out, une vente d'entreprise, après la politique ou après avoir accompli des choses, il y a une transition à faire. Ça a rapport avec le deuil. Hein? Ça a quand même une suite parce que changer de vie après quelque chose, ça implique un deuil. Et pour l'avoir vécu moi-même, on n'en est pas toujours conscient. Si aujourd'hui la transition de carrière va devenir presque, comme je dis, un mardi pour les milléniaux et les générations qui suivent, c'est-à-dire que changer souvent d'emploi, changer souvent de carrière, ça fait partie d'un processus naturel pour ces générations-là. Ça l'est moins pour la génération X que je suis ou encore plus les boomers qui pouvaient passer 30-40 ans au même endroit sans changer d'employeur ou de posture professionnelle. Alors, bienvenue à cet épisode de J'ai une idée. Mon nom est Janie Duquette, consultante stratégique en positionnement, leadership, notoriété. Et je voulais étudier celle-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, Janie? Je suis rendue que ça me prend une réponse courte, là. Ça m'énerve quand c'est long. Alors, je dis, je fais du conseil stratégique ou de la voyance. C'est ça long. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais parler de transition. Et évidemment, j'ai été inspirée par quelqu'un. Et ça m'a fait penser à plusieurs personnes qui ont fait des transitions de carrière réussies parce qu'elles ont été préparées. Puis aujourd'hui, avec le numérique, avec la possibilité d'être vues et de se positionner, de faire presque de la publicité sur son parcours, sur où on est rendu, sur la recherche d'opportunités, ça peut se faire par un bon storytelling numérique. Et j'ai vu quelques transitions réussies, puis on va en parler aujourd'hui. Donc, Judith Fetzer. Je vais vous parler de Judith Fetzer. J'ai écouté cet été un épisode du podcast Sans filtre. C'est pas la première fois que je vous en parle. Le podcast Sans filtre, c'est ceux qui ont reçu Xavier Dolan. Moi, j'aime écouter ces médias moins traditionnels-là parce que ça nous permet d'aller chercher des confidences de personnalités publiques avec beaucoup plus de profondeur. C'est ce qui est arrivé avec Xavier Dolan et c'est aussi ce qui est arrivé avec Judith Fetzer qui a donné sa première entrevue après la fin de son association avec Cookit. Au podcast Sans filtre. C'est un épisode fascinant où Judith nous parle sans filtre de la fin de son entreprise. Cookit, c'était une entreprise de prêt-à-manger, une des premières à s'imposer dans le paysage montréalais sur ce nouveau service qui était « On vous envoie une boîte avec tous vos ingrédients » plus une recette, vous allez pouvoir vous préparer tous vos repas de la semaine. On facilite votre vie, vous n'avez plus besoin de faire d'épicerie, etc. Alors, et donc, sont arrivés à peu près les premiers avec une belle stratégie. Judith, qui est une fille qui a un talent
certain pour les communications, qui s'exprime bien, qui aime parler en public. Donc, si je me trompe pas, il y avait eu un départ d'entreprise, mais une accélération fulgurante suite à... Elle a participé au programme de Anne Marcotte qui s'appelle « Adoptez-moi ». Comme Nicolas Duvernois aussi, d'ailleurs, je pense, a été adopté donc par Anne, puis ça a propulsé sa carrière. Judith, elle a été adoptée par Alain Bouchard. Alain Bouchard, qui est le fondateur de Couche-Tard et qui a pris son rôle au sérieux et il a énormément contribué à l'accélération de la croissance de Cookit, qui a fait des rondes de financement, a réussi à lever 10 millions et pour grandir, pour faire de l'acquisition de d'autres entreprises, pour devenir de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et Judith raconte avec une grande candeur, une grande transparence dans le podcast Sans fil qu'elle a fait cette idée, comment la fin de Cookit. Parce que ça a connu une croissance fulgurante, mais pour plein de raisons. Les entreprises, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ça se peut des fois que malgré une croissance fulgurante, des fois, ça va retomber, ça va se planter, ça va ne pas durer. Et là, ça a été racheté, je pense. Ça a été racheté, mais à rabais. Et puis, c'est une fin, là. Est-ce que c'est une faillite? Là, je ne suis pas certaine. Elle a fait certaines nuances dans l'épisode. Mais bref, elle a mis la table. Parce que Judith est allée faire ce podcast-là et tout a l'air très organique. Mais ça se peut que tout ait été très planifié. Parce que Judith est allée faire Sans filtre et ensuite, les gars de Sans filtre lui ont proposé d'avoir son propre podcast. Et à la fin de l'épisode de cet été, elle nous donne un teaser sur ce qui s'en vient, mais ça se peut que c'était juste lancé de façon organique. Donc, je vais aller prendre 100 cafés avec du monde pour m'inspirer pour ma prochaine aventure entrepreneuriale. Mais il y a quelque temps, elle a annoncé, donc c'est l'été dernier qu'elle a fait ce podcast-là, mais là, il y a quelque temps, elle a annoncé que, pouf, ces 100 cafés-là, elle va les prendre en public sous la forme d'un podcast produit par l'équipe de Sans filtre et ça va probablement être le départ de sa nouvelle entreprise qui peut très bien être le podcast. Judith, elle a fait beaucoup d'apparitions publiques. Elle a participé au Dragon. Je pense qu'elle n'avait pas participé au Dragon comme entreprise. Ça avait aussi aidé à propulser Cookit à l'époque. Et elle a fini par apparaître comme Dragon aussi, bien avant la fin là, de Cookit. Et ça a aussi contribué à préparer une éventuelle transition. Parce que prendre la parole en public, faire des apparitions, d'avoir une tangente vers plus de notoriété peut préparer une transition de carrière. Des fois, on ne sait pas exactement ce qui va arriver après. Que ce soit après la politique, après la business, après une carrière X qu'on sait qui va prendre fin. De faire une transition publique en participant à des projets publics, donc de communication ou de blog ou de podcast, ça peut mettre la table à une transition. Et parfois, l'initiative publique peut être dans des buts d'attirer les opportunités. Donc, on sait qu'on veut transitionner. On n'est pas certain exactement où, mais on va faire une initiative publique pour attirer les opportunités. Ou bien des fois, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on veut et on fait quelque chose de public pour nourrir la prochaine initiative. Donc, prendre la parole en public, mettre un narratif numérique au monde est très intéressant quand on fait une transition et on l'a vu, là, Judith Fetzer vient d'en faire une de main de maître. C'est-à-dire que juste avant, Judith avait fait
plusieurs initiatives publiques, que ce soit participer à des concours aussi, faire des interventions justement comme au Dragon, ça met la table à d'autres opportunités, ça prépare le terrain. Et là, maintenant, cette entrevue-là qui a été faite à Sans Filtre a préparé le terrain au lancement de son propre podcast, Un café avec Judith, où, gros coup, elle a annoncé un de ses premiers invités, Pierre Fitzgibbon, celui qui a transitionné lui aussi, donc notre ex-ministre de l'Économie, qui a quitté son poste, qui est retourné dans le monde des affaires, qui a transitionné lui aussi. Alors, c'est un bon exemple de transition et qui est super intéressant pour quelqu'un qui est en affaires. Il y a d'autres transitions aussi qui sont amorcées ou préparées en passant par des apparitions au dragon, justement. Apparaître au dragon permet d'aller ailleurs. Dans le cas de Daniel Henkel, ça l'a propulsé comme personnalité publique. Ça a ouvert la porte à plusieurs projets pour Madame Henkel, donc qui allait au-delà de ses entreprises. Et maintenant, donc, Henkel Media a vu le jour, Henkel le podcast a vu le jour. Une apparition publique, donc, de grande envergure peut mettre la table à une transition. Ça, je trouve ça intéressant. Aussi, quand on va transitionner, il y a un changement identitaire qui doit être fait pour préparer les gens à cette transition identitaire-là. Je vais prendre un exemple d'athlète. Des athlètes, à un moment donné, la carrière attire à sa fin et on doit préparer ce qui va arriver après. Qu'est-ce qu'on est au-delà de l'athlète? Qu'est-ce qu'on veut nourrir au-delà de la carrière de l'athlète? Je trouve qu'avec le numérique aujourd'hui, c'est super intéressant comme support transitionnel. Parce que quelqu'un qui patine fait pas juste ça, patiner. Avant, donc, la seule transition possible, c'était d'aller à la télé. Là, je viens de vous parler d'aller à la télé dans le cas des Dragons, mais dans le cas de Judith, qui a quitté le monde des affaires, elle est allée faire des podcasts. Donc, ça l'a aidé. Mais la transition, ça peut être aussi participer à des concours, être reconnue comme une entrepreneur à succès. Ça peut être aussi de commencer à publier sur les réseaux sociaux sur des sujets qui intéressent. Et ça me rappelle, il y a plusieurs politiciens qui font des transitions vers les médias. On va penser à Caroline Saint-Hilaire, qui a quitté la mairie de Longueuil, qui est devenue commentatrice à la Joute. Et donc, dans un rôle très cohérent. Donc, c'est plus facile pour un politicien d'aller commenter la politique pour ensuite transitionner vers d'autres opportunités. Mais c'est pas tous les métiers. Un dentiste peut pas aller commenter sur les dentistes après. Donc, est-ce que le numérique permet maintenant de faire des transitions sur tous les sujets? Oui. C'est ça qui est super intéressant. Et je réfléchis là en vous en parlant, mais ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Puis là, je vais vous parler de Quora. Je vais vous parler de Quora qui, en ce moment, fait une initiative transitionnelle numérique que je trouve absolument remarquable. Encore une fois, sa créativité, son ingéniosité sont mis de l'avant parce que Quora, elle a écrit des livres, elle a raconté des choses, elle a écrit comme des livres sur les déjeuners, sur l'espoir, le bonheur. On a écrit son histoire, donc elle a raconté son histoire par le biais d'ouvrages là, qui n'ont pas été nécessairement écrits par elle. Donc, écrire, c'est une de ses passions. Créer, c'est une de ses passions.
Puis je pense que écrire des livres, elle a aimé l'exercice, mais c'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle aurait aimé. Parce que ces livres ont connu du succès, oui, mais est-ce que, tu sais, écrire un livre, c'est long, écrire toujours le même livre, est-ce que tu vas au bout de ta créativité en écrivant 2 livres? Pas nécessairement. Et c'est grâce au numérique que Cora est en train de prendre son envol à la fois comme créatrice, comme autrice, je pense avec autant d'impact et d'ingéniosité, donc, que dans le cadre de ses restaurants. Cora s'est mise à écrire sur le site de Cora, sur la page Facebook de Cora. Elle nous raconte des choses beaucoup plus intimes que ce qu'elle n'a jamais écrit dans ses livres, mais dans le contexte du numérique, c'est tout à fait approprié. Dans le contexte du numérique, donc, ça permet une proximité, une intimité presque avec Cora qui est vraiment étonnante. Et plus que jamais, c'est qu'avant, Cora, c'était une incroyable femme d'affaires qui a écrit quelques livres. Mais je trouve que maintenant, au niveau identitaire, sa transition est beaucoup plus efficace sur le numérique qu'elle ne l'a jamais été qu'en faisant une initiative de sortir un livre. Donc, parce qu'une transition, donc, va être pleinement réussie que s'il y a un narratif de transition, si l'audience est capable de te suivre dans ta transition, parce que c'est difficile, particulièrement pour les personnalités publiques. Réussir une transition de carrière, de passer de A à B, quand tu es connu dans ton milieu, mais pas connu du grand public, comme Judith Feder, exemple, ou comme une Danielle Henkel, où il n'y a pas d'identité publique d'ancrer ou de cristalliser, c'est beaucoup plus facile. Dans le cas de Cora, c'est plus difficile parce que Cora, les gens la connaissent. Cora, les gens déjeunent avec elle depuis 20, 30 ans. Donc, passer de Cora, la restauratrice, Cora, l'image des restaurants, à Cora, l'autrice ou l'auteur, j'en reviens pas, je suis capable de dire autrice, avant, je n'étais pas capable. Mais passer de Cora, l'autrice, c'était une transition plus difficile parce qu'il y a un transfert identitaire à faire. Donc, pour que ça soit réussi avec autant d'éclat, c'est qu'il y a tout un travail de rebranding à faire. Mais là, dans le cas de Cora, tu ne veux pas faire un rebranding parce qu'elle est toujours à la tête ou l'image de son entreprise. Donc, un rebranding, tu ne veux pas que ça fasse perdre l'attachement des gens envers Cora et envers son restaurant. Donc, ce qu'on peut faire d'habitude quand il y a une transition, tu fais un rebrand et cet exercice-là, c'est un exercice identitaire, c'est un exercice de leadership, c'est un exercice de prise de conscience de où je suis aujourd'hui, c'est un exercice de connaissance de soi super intéressant à faire. C'est beaucoup plus grand que simplement je change de définition de moi aujourd'hui. Pour que ça fonctionne, cette nouvelle incarnation, faut que la personne prenne le temps justement de l'intégrer. Et je trouve que dans le cas de récits numériques, comme Cora est en train de le faire, je pense que maintenant, sa transition entre la restauratrice et l'autrice va se faire sans perdre du monde. Et est en train de se construire des fans, autant au niveau de sa plume qu'au niveau de ses plats. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et ce que je me permettrais de prédire, c'est que le prochain livre de Cora va avoir beaucoup plus de succès. Parce que les gens sont préparés maintenant. Ils vont avoir connu ce qu'elle écrit, ils vont avoir connu sa plume encore plus que par le biais d'un ou 2 livres. C'est que le numérique, c'est un lien de proximité et de répétition
beaucoup plus fort que ce qu'on peut créer par un livre. Donc, ce lien-là est fort, on crée une habitude et ça s'ancre aussi dans le public et c'est beaucoup plus accepté. Parce qu'il y a une résistance. Le public, des fois, quand tu veux changer d'incarnation pour lui, même si les gens... Parce que les créatifs, là, ce qu'on rencontre toujours comme obstacle, c'est « Ah, mais Janie, je suis pas juste une affaire. Je suis plein de choses. » Puis dans le cas de Cora, c'est vrai, c'est pas juste... C'est une créative, c'est une femme d'affaires, c'est une érudite, c'est une geek. Elle est pleine de choses. C'est pour ça qu'elle a le succès qu'elle a. Mais pour le public, de suivre dans cette transition-là, le public a besoin de transitionner aussi. Et pour ça, ça lui prend un support narratif. Et le support narratif, maintenant, il est possible avec le numérique. Ce qui était... Je vous dis pas que c'était impossible avant, mais c'était beaucoup plus difficile à orchestrer. Parce que comme tu n'étais pas en contact tout le temps avec le public, ça coûtait beaucoup plus cher de transitionner. Puis le public, des fois, il était surpris. Et pas juste surpris, c'est qu'il y avait de la résistance. Et dans quelques cas, je vais vous donner quelques exemples. Dans ces exemples-là, dans un exemple en particulier, ça a tué une carrière. Parce que le public n'était pas prêt à ça et ça n'a pas été accueilli. Non seulement ça n'a pas été bien accueilli, mais ça a été accueilli avec beaucoup de scepticisme puis beaucoup de tu sais, les humoristes s'en sont pris après cette personne-là. Fait que je vous raconte donc des transitions un peu moins réussies. Sonia Benazra à l'époque, donc ils sont à Musique Plus. Les gens de Musique Plus qui étaient là pendant cette période-là pouvaient presque marcher sur l'eau. C'est-à-dire, c'est devenu des grandes vedettes. Elles étaient dans... Et là, c'est ça. C'est que Musique Plus, c'était comme un lien presque aussi fort que le numérique parce que Musique Plus, c'était tous les jours. C'était l'accessibilité. On voyait Sonia Benazra pratiquement tous les jours. Les VJ faisaient partie de nos salons. C'était de la télévision 24 heures sur 24. Donc, ça devenait des amis, des confidents, des gens qui nous accompagnaient. Donc, ils avaient comme une place dans le cœur du public qui était Sonia, l'animatrice, la proche des gens, la fille flamboyante avec les grosses boucles d'oreilles, les gros cheveux. Et on l'aimait comme ça. Elle était capable de tirer des confidences des artistes. Alors, on la connaît comme ça et on l'aime comme ça. Je ne vous parle pas de quelqu'un qu'on n'aime plus puis que tu sais, qu'on a oublié et qui reviendrait avec une nouvelle proposition. Ça, les comebacks, le public aime ça. Mais non, quelqu'un qui t'aime, là, qui est à sa place selon toi. Donc, ton animatrice préférée, c'est Sonia Benazra. Et là, Sonia veut chanter. Puis, à l'époque où ces gens-là marchent sur l'eau, ils se disent « Je vais tout proposer, puis le public va embarquer là-dedans. » Mais non. Dans le cas de Sonia, elle a voulu devenir chanteuse, puis c'est quoi? Bon, t'aimes pas ça? Ton rôle? Nous autres, on t'aime comme une animatrice, t'aimes pas ça, faire ça? Et là, quand le public ressent ça, que t'aimes plus où est-ce que t'es, ben là, ils vont dire « Mais pourquoi tu fais ça? Parce que t'aimes pas où t'es là? Ou t'exagères, là, tu m'en demandes trop? » Si tu veux t'en aller prendre une autre case. Moi, je t'ai mis dans ce case-là, puis j'ai pas le goût que tu transfères dans une autre case. Puis j'ai pas le goût de perdre mon animatrice préférée. Donc, pourquoi tu fais ça? T'aimes plus ta job? Est-ce que c'est fake maintenant quand t'es à la télévision? Ça sème un doute ça sème un doute pour le public. Donc, c'est un gros risque, c'est de perdre non seulement... C'est que ton nouvelle initiative ne fonctionne pas, mais c'est aussi perdre les gens qui sont là où ils t'aiment. C'est très risqué. Puis, dans certains cas, c'est réussi. Tu transitionnes, tu proposes autre chose. Mais, encore une fois, ça demande une orchestration que, dans le cas de Sonia, en tout cas, son initiative en chanson n'a pas fonctionné. Puis je pense qu'aussi dans le milieu, c'est que le milieu devient lui aussi sceptique. Bon, elle veut plus animer, c'est quoi l'affaire? Elle veut chanter, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Donc, c'est des doutes. Donc, dans le cas de Sonia, je pense que ça a semé certains doutes. Ça décrédibilise un peu. Ceci dit,
c'est une animatrice de grand talent. Donc, elle revient dans sa case et elle peut se repositionner. Mais je pense qu'au niveau de l'industrie, ça a peut-être semé un doute qui n'était pas l'idéal. Mais elle a quand même eu de moins graves conséquences que son collègue, Paul Sarrazin, qu'on a revu dernièrement dans des entrevues. Donc, j'ai vu une entrevue avec lui. Je pense qu'il est allé voir l'acolyte de Mike Ward dans son podcast. Paul Sarrazin, c'est très rare. Il n'a pas fait d'apparition publique, pratiquement pas depuis 20 ans. Parce que depuis sa tentative de transition, donc lui aussi marche sur l'eau, est un des VJ les plus appréciés de Musique Plus et décide donc, et en plus lui au niveau du brand, il y avait quelque chose qui a clashé, c'est qu'il était l'animateur de Solid Rock et donc l'animateur d'Heavy Metal qui est déjà... Il a fallu quand même qu'il pédale pour pour être crédible dans ce rôle-là, parce que au-delà du look, est-ce que le monde du rock croyait qu'il était vraiment rock? Il a travaillé fort donc pour faire sa place, donc il se crédibilise. Il a une notoriété parce que c'est un rocker, puis c'est celui qui va voir les shows de rocker. Mais là, il sort Blue Jeans sur la plage, puis là, vous pourrez googler cette chanson-là, mais c'est une chanson un peu yéyé, un peu années 60, un peu crooner. Ça n'a vraiment pas passé. Puis non seulement ça n'a pas passé, mais les humoristes se sont emparés de ça. Il y a eu des parodies. Des fois, cette transition-là aussi, ça crée du scepticisme, les gens qui rient, puis ça donne une porte ouverte aussi. Il raconte dans l'entrevue, puis c'est une entrevue très touchante, parce que Paul, c'est un gars très touchant, qui a beaucoup d'humanité. C'est pour ça que les gens l'aimaient à l'époque, puis c'est pour ça qu'il a continué à avoir une belle carrière, même dans l'ombre. Il dit qu'il s'est fait remercier, il a perdu sa job, son gagne-pain suite à ça. Donc, il raconte avec beaucoup d'humilité et de transparence, puis une solidité qui lui permet de le raconter aussi parce qu'il est devenu très fragile, fait une grosse dépression après ça. Donc, la transition, c'est un risque. C'est un gros risque. Et les outils, donc, numériques maintenant, ça donne des piliers extraordinaires pour réussir une transition. Mais pour en revenir à Paul, parce que Paul, si vous ne le savez pas, Paul a eu une très belle carrière quand même quand il s'est relevé de sa dépression. Il a une carrière parce qu'il est devenu la voix de TQS. Toutes les voix off qu'on entendait pendant des années. Donc, grande carrière en voix parce qu'il a une très belle voix. Puis les voix des annonceurs, oui, ça se trafique. Dans le sens où, techniquement, tu peux avoir une très belle voix, puis tout ça, mais la voix, il n'y a rien de plus... il n'y a rien qui trahit le plus un manque d'humanité quand t'en as pas, puis lui, il y en a. Ça s'est toujours bien entendu dans sa voix. Et je pense pour ça qu'il a une super belle carrière, là. Donc, il s'est permis de venir raconter ça dernièrement. Si vous voulez, googlez-le sur YouTube, vous allez voir. C'est très, très intéressant. Donc, ce récit de sa transition, qui dans son cas avait été dévastatrice, là, mais qui l'a emmené ailleurs. Et il semble aujourd'hui être très serein par rapport à cette transition de carrière-là. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, une transition. Qu'est-ce qui arrive après? Après la politique, après un grand succès en affaires, après une carrière artistique où tu veux aller ailleurs, faire autre chose ou être reconnu pour autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça se prépare bien, qu'on peut passer de quelqu'un en affaires à coach en préparant bien son audience à ce changement identitaire-là et ancrer une nouvelle identité, c'est très possible aujourd'hui avec le narratif numérique. Et quand on est déjà connu, quand on est déjà reconnu, cette transition-là, ce changement identitaire-là peut être fait avec
la complicité du public, pour ne pas les prendre par surprise et pour les amener tranquillement vers la nouvelle identité, ce qui va permettre une réussite et même un tremplin vers une nouvelle carrière qui s'ajoute à ce qu'on a déjà accompli, comme dans le cas de Cora. Alors moi, ce que je prédis, c'est que notre chère Cora, sa prochaine initiative littéraire, va être accueillie à bras ouverts et avec beaucoup d'éclat, je le pense. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si vous voulez pousser un peu plus loin sur votre propre narratif, votre propre histoire, qu'est-ce que vous avez envie de raconter aujourd'hui? La puissance d'une histoire est toujours disponible pour vous. Petite mini-formation qui est accessible à tout le monde pour ceux et celles qui ne peuvent pas se permettre l'accompagnement complet avec notre équipe. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.